Environnement, nature, cadre de vie, c'est Prise de Terre. Bonjour Adrien Zerbini. Bonjour Lucille Solari. Alors Adrien, une fois n'est pas coutume, je dirais, dans Prise de Terre, puisque vous avez choisi de nous proposer ce matin une rencontre avec le chercheur Joël de René. Alors Joël de René, certains d'entre vous le connaissent, c'est un grand spécialiste des scénarios pour le futur, c'est un prospectiviste. Et son dernier livre est une sorte d'hommage à la nature. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça, oui. C'est un livre qui s'intitule « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature ». Et une bonne partie de l'ouvrage se présente comme un émerveillement éclairé de la nature. Comment une sorte de code simple se répète depuis presque 4 milliards d'années pour arriver à un monde du vivant qui semble infiniment complexe. Pourquoi, par exemple, la forme d'une galaxie, d'une vague ou d'une coquille d'escargot se ressemble-t-elle ? Alors rassurez-vous, Joël de René, en effectuant ses recherches pour écrire ce livre, n'est pas devenu un partisan des thèses de l'intelligent design, vous savez, toute la nature dessinée par un dieu très inspiré, surtout très conservateur et très chrétien. Mais en revanche, son émerveillement de la subtilité et de la beauté de la nature l'ont poussé vers une forme de spiritualité à laquelle il ne s'attendait pas lui-même. Joël de René, pour qui l'hyperconnectivité du monde serait donc un prolongement de la nature. Oui, nous vivons aujourd'hui en coévolution avec la biodiversité d'une part, ça on le sait, mais nous serions aussi en coévolution avec on va appeler ça la silicodiversité d'autre part, et la Terre serait en train de devenir une sorte de grand cerveau dont nous serions, vous et moi, Lucille, en quelque sorte les neurones. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On va en parler justement. Ce qui est assez étonnant dans ce livre, c'est qu'après s'être émerveillé des trucs et de la magie de la nature, Joël de René ne se lance pas dans un plaidoyer sur la protection de la nature, comme si c'était pas vraiment une préoccupation pour lui. Et puis, ce qui est unique dans la parole de Joël de René, c'est sa posture à la fois de sage, 79 ans, ancien chercheur, enseignant au MIT, un fameux Massachusetts Institute of Technology, ancien directeur de recherche à l'Institut Pasteur, et puis à la fois d'un jeune enthousiaste, surfeur, ancien champion de France de surf, 1960, et qui est toujours aujourd'hui sur la vague, alors symboliquement et puis très concrètement, puisque selon la légende, il continue aujourd'hui à pratiquer son sport fétiche 2 heures par jour, été comme hiver. Bonjour Joël de René. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Adrien Zerbini ce matin dans Prise de Terre. Vous êtes en duplex avec nous depuis nos studios de Paris. Merci d'être descendu donc de votre planche de surf, si j'ai bien compris, puisque ça reste une activité intense et importante pour vous. Oui, il ne faut pas trop en faire non plus. Je suis passionné de sport en général, de surf, le ski, et je fais du sport tous les jours. Donc c'est le sport qui me fascine. Le surf est une passion parce que c'est aussi un mode de vie. Puis vous dites que ça vous inspire par rapport à la nature. C'est aussi là que vous pensez à vos livres sur le surf. Alors, je suis dans l'écosystème naturel parce que la vague a été créée par une tempête dans l'Atlantique Nord. Elle va venir, cette vague, sur le spot que je connais par cœur. Je l'attends, je la connais. Elle est déterminée par quelque chose, mais je suis libre dessus. Et ça m'inspire la vie. Dans ma vie, je suis déterminé par mes gènes, par mon environnement, par mon éducation. Mais en même temps, je suis libre d'évoluer dans telle direction ou telle autre. Pour moi, le surf, c'est un peu un modèle de la vague, de la vie. Et c'est pourquoi j'avais écrit ce livre il y a quelques années, Surfer la vie, où j'utilise le modèle du surf pour parler de la société fluide en train de venir, qui se déhiérarchise et qui se transversalise. Adrien Zerbini disait à l'instant, vous l'avez entendu, vous êtes un admirateur sans limite de la nature. On l'entend à l'instant, puis on y reviendra d'ailleurs. Et pourtant, peu engagé, a-t-il souligné, en apparence en tout cas, sur la protection de la nature, à l'image par exemple de l'astrophysicien Hubert Reeves, avec lequel vous avez co-signé un livre, d'ailleurs en 1996, La plus belle histoire du monde. Pourquoi est-ce que c'est pas un combat utile à vos yeux, comme le fait justement Hubert Reeves ? C'est une erreur. Vous avez dit même apparemment non engagé. Alors c'est apparemment parce que je suis complètement engagé. Quand j'ai écrit le macroscope en 1975 a induit la vocation de Nicolas Hulot et de Brice Lalonde, qui sont des personnalités importantes dans le domaine de l'environnement. Livre dans lequel je prédisais le réchauffement climatique, l'avènement des biotechnologies, l'importance de l'écosystème numérique à l'avance. Donc, si vous voulez, je suis engagé très très fortement dans le domaine de l'environnement, pas dans le domaine seulement de la protection de l'environnement, mais dans celui de la transition énergétique, de la responsabilisation des citoyens face à la transition énergétique. De quelle manière, par exemple ? Dans mes conférences, dans mes articles, à la Cité des Sciences, dans les expositions que nous faisons. Si vous lisez tout ce que j'ai écrit
écrit ces derniers mois, ces dernières années sur la transition énergétique. Je n'arrête pas de parler de l'importance du mix énergétique des énergies renouvelables, le mix énergétique entre les énergies alternatives et les ressources permanentes, l'importance d'une smart grid pour faire circuler l'électricité entre les gens, la nécessité de responsabiliser les citoyens vers ce que j'appelle la démocratie énergétique. Et je rappelle que j'ai été le créateur des mots éco-citoyen et égo-citoyen. Donc je suis complètement engagé tous les jours par mes articles, les expositions que nous faisons, mes conférences industrielles et les consultances que je donne. Vous venez de citer, ça c'est intéressant, la Smart Grid par exemple, son importance, le rôle qu'elle peut jouer dans effectivement la transition écologique et énergétique. Et vous êtes également fasciné par l'interconnexion de l'humanité, par les réseaux, les ordinateurs, toute cette hyperconnectivité qui a aussi un coût environnemental très lourd, hein, en énergie ou au niveau de certains matériaux. On peut penser aux terres rares par exemple. Oui, depuis longtemps, je prône la connectivité des individus entre eux par des réseaux de communication. J'ai prédit Internet, comme je l'ai dit un peu avant tout le monde, dans les années 75-80. Donc je prône dans mes livres l'homme symbiotique, notamment, et le cerveau planétaire, le fait que nous devenons de plus en plus des neurones hyperconnectés à ce système qu'on appelle maintenant un écosystème numérique. Il y a des gens qui continuent à appeler ça Internet, mais on va plus sur Internet, on est dans Internet, hyper connecté en permanence. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, il y a les risques à la vie privée, le big data sur les personnes, mais parmi les inconvénients, il y a aussi, comme vous le dites très justement, le fait que cette hyperconnexion avec les smartphones, et les ordinateurs, les tablettes et les réseaux conduit à l'utilisation effectivement de beaucoup d'énergie. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'information nécessite de l'énergie pour être transportée, et également beaucoup de matériaux, de ressources naturelles non renouvelables, dont les terres rares, le lithium et d'autres choses comme ça. Donc, comme dans toute nouvelle technologie, il y a des avantages et des inconvénients, et c'est ce que je décris dans tous mes livres, à la fois le côté constructif et positif pour y aller, et en même temps attirer l'attention sur les risques, ce que je fais dans mon dernier livre. Mais justement, est-ce que c'est compatible finalement, l'amour de la nature et la fascination pour les technologies? Finalement, c'était ça ma question. Complètement compatible, si vous voulez. Moi, j'utilise un vélo, et un vélo, c'est une technologie. Donc, c'est une technologie naturelle où le moteur, ce sont mes propres muscles. Mais en même temps, je suis fasciné par l'évolution du vélo, qui, en fait, lui, est économe de ses trucs. Regardez le vélo tel qu'il est, il n'a pas évolué considérablement, à part les vélos électriques. Donc, on peut être en même temps fasciné et surtout intéressé pour construire l'avenir par les nouvelles technologies, et en même temps, les mettre à leur juste place. Pour moi, c'est pas les technologies qui changent la société, c'est la réappropriation par les humains de certaines technologies qui modifient la société en co-évolution avec nous. Je vais laisser la parole peut-être un petit peu à Adrien Zerbini, parce que c'est lui qui a lu le livre et c'est lui qui a préparé ce sujet. Adrien. Oui, concernant cet émerveillement de la nature, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, vous écrivez que la nature semble utiliser toujours les mêmes trucs, les mêmes tours pour atteindre différents niveaux de complexité avec une économie de moyens. Et depuis fort longtemps, vous faites remarquer que les savants cherchent à comprendre ce truc de la nature. Alors il y a eu Pythagore dans la Grèce antique, et puis au XIIIe siècle, il y a eu le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, qui lui a décrit au départ la croissance d'une population de lapins. Et ce faisant, Fibonacci a peut-être bien mis le doigt sur un truc fondamental de la nature, Joël de Renet. Oui, alors le sous-titre de mon livre, Les codes cachés de la nature, sont des codes cachés en fait pour le grand public. Je m'excuse de le dire comme ça. Nous, les scientifiques, nous les connaissons depuis qu'on étudie Pythagore, Fibonacci, comme vous l'avez dit, mais aussi les fractales de Mandelbrot, la théorie du chaos de Lorenz. Tous ces éléments qui ont l'air destructeurs d'ordre sont en fait constructeurs d'ordre et d'organisation. Pour revenir sur Fibonacci, ce qui est intéressant, c'est la série de Fibonacci. C'est pas seulement les lapins et c'est comme ça qu'il a écrit sa série en fait. Alors faut voilà, peut-être nous expliquer. La série oui, est très simple. Expliquez parce que moi je suis perdu là déjà. Alors vous ne soyez pas perdu, vous pouvez le faire vous-même maintenant. Vous ajoutez le nombre précédent. 1 plus 1, ça fait 2. Oui, jusque-là j'y arrive. Et là maintenant vous allez continuer. 2 plus 1, ça fait 3. Oui. 3 et 2, 5. Oui. 5 et 3, 8. Ça s'additionne comme ça. 8 et 5, 13. Oui. Ça c'est la suite de Fibonacci. 21. 34, 55, 89, c'est la suite de Fibonacci. Mais l'intérêt de cette suite de Fibonacci, non seulement qu'on la retrouve partout, dans les plantes, dans les feuilles, dans la croissance dans les structures, de lapins, dans les croissances des lapins ou dans les cristaux de neige, mais surtout l'avantage aussi, l'intérêt, c'est que si on divise le plus grand nombre par le plus petit, vous pouvez le faire aussi, madame. Vous divisez le plus grand nombre par le plus petit avec votre calculette ou votre smartphone et vous obtenez un nombre qui est 1,6834 quelque chose. Et ce nombre s'appelle le nombre d'or.
C'est ce qu'on a appelé la divine proportion. La proportion divine, c'est un nombre qui correspond à une forme d'harmonie dans la nature, une harmonie que les gens reconnaissent. Si on donne statistiquement à des gens, on fait un sondage, on leur montre plusieurs rectangles, une centaine de rectangles différents, plus étroits, plus larges, plus longs, et on leur montre parmi ces rectangles un rectangle qui a les proportions du nombre d'or, c'est-à-dire dans lequel le petit côté par le grand côté donne 1,6834 et quelques. Eh bien, 75%, même 78% des gens vont choisir spontanément le rectangle correspondant à l'harmonie du nombre d'or. Donc c'est ancré chez nous, dans notre esprit. Parce que la nature a fait le même choix, c'est ça? Plus ou moins. La nature n'a pas fait un choix. Ce choix s'est imposé par la sélection naturelle et par la survie des plantes, la survie des animaux, la persistance des cristaux, la persistance des minéraux. C'est finalement parce qu'ils sont là et qu'ils ont persisté, les animaux, les plantes ou les cristaux, que nous associons à ces plantes, ces animaux ou ces cristaux des nombres que l'on peut maintenant détecter, que j'appelle les codes cachés de la nature, qui sont plus tellement cachés, mais qui sont en fait des nombres constants que la nature réutilise, entre guillemets, dans toute son évolution et avec la coévolution humaine. Alors il y a un autre tour de la nature qui vous fascine, Joël de René, c'est l'autorégulation. La nature s'autorégule et pour l'expliquer, vous nous emmenez découvrir un monde fait de pâquerettes, ça va vous plaire, Lucille. Alors où ne vivent Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais parce que vous aimez bien les fleurs, tout le monde le sait. Alors dans ce monde-là, il y aurait que deux espèces de pâquerettes, les pâquerettes blanches et les pâquerettes noires. Alors justement, venons-en à ça. D'abord, dans les codes de la nature, il y a des codes qui sont des numéros. J'ai parlé de Fibonacci, j'ai parlé du nombre d'or, j'ai aussi mentionné rapidement les fractales de Mandelbrot, la théorie du chaos, etc. Mais je parle aussi de mon livre de la morphogénèse, selon Alan Turing, c'est-à-dire la création de formes à partir de codes simples, comme le code génétique par exemple. Mais je parle aussi de persistance de structure dans le temps, c'est-à-dire pas seulement une organisation spatiale, mais une organisation temporelle. Et dans ce cadre, je prends l'exemple des feedbacks. Les feedbacks sont des formes de codage de la nature. Le fait de recevoir une information en retour permet d'évoluer, de coévoluer, de se situer ou de prendre des décisions. L'importance du feedback. Alors, je donne l'exemple de ce monde des pâquerettes que j'emprunte à James Lovelock, l'inventeur du terme Gaïa et du principe de Gaïa, la planète Terre qui s'autorégule elle-même, en fait comme un organisme vivant. En gros, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Imaginez une planète sur laquelle vivent des pâquerettes blanches et des pâquerettes noires. Les pâquerettes blanches réfléchissent la lumière de l'astre, disons du soleil ou de l'étoile qui est à côté, et en la réfléchissant, elles refroidissent la planète. Elles le refroidissent même tellement que les pâquerettes finissent par mourir. Les blanches meurent, mais par contre, les noires se développent parce que comme elles sont capables d'absorber la chaleur, elles réchauffent la planète et ça leur convient très bien. Elles se développent très très vite, mais la planète devient trop chaude. À ce moment-là, les noirs meurent. Et qu'est-ce qui se développe? Les blanches qui réfléchissent la lumière. Et donc, on arrive petit à petit à une sorte de co-régulation, d'autorégulation entre des damiers de pâquerettes blanches et des damiers de pâquerettes noires. Elles coexistent comme le damier d'un jeu d'échecs. Et l'ensemble des deux fait que la planète se maintient à une température, à un état stationnaire, un état stabilisé de manière cybernétique. Et c'est ce qui arrive. Alors évidemment notre planète à nous elle est un peu plus compliquée que juste pâquerettes noires, pâquerettes blanches, mais en gros c'est comme ça que l'autorégulation de notre planète Terre s'effectue. Qui est 11,5 degrés dans l'ensemble de la planète, alors qu'il fait moins 50 au pôle et plus 50 à l'équateur. Alors il est vrai que l'humain est en train de changer légèrement, mais il change quand même la température moyenne du globe avec le réchauffement climatique et le CO2, mais 11,5 degrés est la température moyenne du globe. Alors c'est ça que j'insiste dans mon livre. On dirait que quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un a fixé le thermostat qui est idéal pour la vie. Je parle aussi de la quantité de sel dans les océans. 37,5 grammes par litre. C'est idéal pour le vivant et pour les sédiments. Alors, qui est ce quelqu'un, entre guillemets, qui l'a fixé? Pour beaucoup de gens, il n'y a aucun doute, c'est Dieu. Eh bien, moi, j'explique dans mon livre que pas du tout. C'est une autorégulation, une équifinalité, et que les systèmes se régulent pour arriver à des seuils qui sont convenables avec l'évolution de la vie. Donc il n'y a pas non plus d'entité naturelle. Je veux dire, la nature n'est pas une entité. Je pense à ça parce que je pense tout d'un coup... Attendez, je vous arrête sur ce terme très important. Vous dites la nature n'est pas une entité. C'est exactement le contraire de ce que dit Spinoza. Spinoza dit que l'unité de la nature, pour beaucoup, c'est Dieu. Pour Spinoza, c'est une forme de spiritualité qui naît de l'unité de la nature. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé cette réflexion de Spinoza dans mon livre et la citation d'Einstein qui est au tout début du livre, dans lequel il dit que la religion cosmique du futur ne sera pas une religion dogmatique, rituelle et théologique, mais plutôt la reconnaissance en toute chose, spirituelle et naturelle, de l'unité de la nature.
Alors, il y a également un autre truc qui vous fascine dans la nature, Joël de René, c'est la coévolution, l'interdépendance des espèces et même parfois la symétrie de ces interdépendances. Vous dites par exemple, on étudie à l'école beaucoup le rouge et le noir, on devrait étudier le vert et le rouge, ça serait peut-être plus intéressant. Alors, je suis fasciné par ces exemples très simples qu'on n'enseigne pas du tout à l'école, comme la chlorophylle et l'hémoglobine, le rouge et le vert, comme la pile à combustible et l'électrolyse. D'autres exemples, on utilise ou l'un ou l'autre, mais jamais l'interdépendance entre les deux sous un angle systémique, que je fais moi depuis très longtemps, notamment avec le macroscope. Alors, le rouge et le vert, c'est simplement que le vert, c'est la chlorophylle. Elle capte les photons venant de la lumière, qui permet de fabriquer de l'énergie, l'ATP, l'adénosine triphosphate, lequel est véhiculé par l'hémoglobine du sang pour nourrir les cellules. Donc il y a une complémentarité entre le monde vert et le monde rouge, les animaux et les végétaux. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. L'autre exemple que je donne dans le livre aussi, c'est l'électrolyse et la pile à combustible. On ne parle jamais des deux ensemble. L'électrolyse, H2O, c'est faire passer un courant électrique dans l'eau, il se dégage de l'hydrogène qui est un gaz et de l'oxygène qui est un gaz. Mais si on recombine l'hydrogène et l'oxygène dans ce qu'on appelle un fuel cell, une pile à combustible, qu'on utilise maintenant dans les nouvelles voitures électriques, qu'est-ce qui se passe? Ça fabrique de l'électricité, c'est-à-dire l'inverse de l'électrolyse. Alors moi, ce qui me fascine, c'est la symétrie, l'interdépendance et l'approche systémique. C'est ça que j'enseigne à mes étudiants et malheureusement, c'est pas enseigné comme ça dans les universités et les écoles. Ah, ok, si je vous suis bien, Joël de René, effectivement, chaque espèce végétale ou animale interagit avec les autres. C'est donc le principe de la coévolution. Mais aujourd'hui, est-ce que les interactions de l'homme avec les autres espèces, justement, ne sont pas un petit peu déséquilibrées quand même? Parce qu'on parle, par exemple, d'Anthropocène, l'homme comme force géologique. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre là? Mais bien sûr, on est en train de conquérir la nature beaucoup trop vite. Les espèces animales disparaissent, les ressources rares disparaissent, et donc il y a un risque énorme que l'homme, en prenant en main sa propre évolution, notamment avec le génie génétique, le clonage et les cellules embryonnaires, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre, les risques de reprise en main des codes de la nature. Il y a les codes cachés et les codes repris par l'homme. Et donc effectivement, nous sommes en plein dans une phase de coévolution, où cette coévolution qui jusqu'à présent a bénéficié à l'évolution de la société et à l'évolution de l'homme en société, peut se retourner contre nous pour conduire à une planète inhabitable et à des risques énormes de ressources naturelles dont nous avons absolument besoin pour la croissance, le développement, les nouveaux produits et l'égalité entre les hommes. Ah, mais vous parlez de croissance. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai envie de vous interroger là-dessus. Alors, est-ce que justement, on peut continuer à rester dans cette logique de croissance infinie dans un monde qui est justement fini? Voilà, ça je le dis depuis longtemps. J'ai créé dans le macroscope en 1975 un scénario qui s'appelait Scénario pour un monde. Il est publié sur Internet, sur mes réseaux www.deroné.com, on le retrouvera. J'avais décrit, ça s'appelait Voyage en écosocialisme. Je tiens beaucoup à ce terme, éco plus socialisme. Pas du tout sous l'angle politique actuel dans lequel on l'a mis. Éco, c'est la possibilité de construire une planète que l'on lègue à nos enfants d'une manière partagée, d'une manière intégrée, en respectant son environnement et la biodiversité. Et socialisme associé, ça veut dire le partage des savoirs, le partage des connaissances, le partage des ressources financières, le partage et l'égalité. Donc écosocialisme, pour moi, c'est le moyen d'expliquer que l'on peut faire quelque chose pour notre planète ensemble. C'est ça l'importance que j'accorde à la capacité d'être des éco-citoyens et pas seulement des égo-citoyens égoïstes. C'est de construire ensemble un avenir qui est le nôtre plutôt que de subir les avenirs qu'on nous propose politiquement, idéologiquement, voire religieusement. Alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup de l'hyperconnexion. Vous venez d'en parler encore, notamment avec notre smartphone. Vous dites que effectivement, maintenant, on a plus que 5 sens. On est devenu plus riche des sens de notre téléphone. Donc, en fait, il n'y a plus seulement une coévolution humain-nature. Il y a aussi l'humain silicone, donc l'humain qui coévolue avec le réseau informatique. Alors, c'est ce que je décris dans mon dernier livre. Je critique beaucoup la vision de Elon Musk, Steve Jobs et Stephen Hawking, les trois qui ont dit que l'intelligence artificielle était la pire des choses parce qu'elle allait transformer l'humanité en esclave. Maintenant, vous avez vu qu'ils ont tous réévolué depuis. Elon Musk, la semaine dernière, a annoncé que c'est dans l'hybridation entre l'homme et l'intelligence artificielle que l'homme arrivera à survivre. Je les critique parce que je dis qu'en association, en symbiose avec ces technologies du numérique et de l'écosystème numérique, nous pouvons aller, je ne dis pas nous irons,
nous pouvons aller vers ce que j'appelle l'intelligence augmentée collaborative. C'est-à-dire une intelligence augmentée qui nous fait changer de case d'humanité, créer ce que j'appelle l'hyper-humanisme, pas le transhumanisme, mais l'hyper-humanisme, c'est-à-dire être encore plus humain et collectivement ensemble pour construire notre avenir. Donc oui, je continue à penser, comme je l'ai dit dans L'homme symbiotique et le cerveau planétaire, que nous sommes en train de construire à l'échelle du monde par bribes, un système biologique vivant, fait de réseaux, système nerveux, de métabolisme énergétique, de métabolisme matériel, qui s'assimile tout à fait, même s'il n'a pas des bras, des yeux, des jambes et un corps, un organisme vivant. Est-ce que ce monde virtuel, donc ce monde qui devient un organisme, un être vivant, comme vous venez de le dire, va pouvoir préserver à la nature plutôt que la détruire, en fait? Comment est-ce que, en fait, cette planète Terre devenue être vivant, d'un seul coup, protégerait la nature? Alors, tout est dans le terme symbiose. Je rappelle qu'une symbiose, c'est l'association win-win entre deux organismes vivants, ou même maintenant, on le dit de plus en plus, entre des organismes vivants et des machines électroniques ou des machines mécaniques. En symbiose, chacun a besoin l'un de l'autre. Même ma voiture a besoin de moi pour sa maintenance. Donc, en symbiose avec l'organisme planétaire que nous sommes en train de créer, nous pouvons être encore plus humains, nous développer, nous, de manière plus humaine, mais cet organisme vivant planétaire, il peut prendre conscience de lui-même. C'est ce que j'appelle le point de singularité, à la différence de Ray Kurzweil qui voit un point de singularité comme l'électronique et les machines qui dominent l'homme. Donc juste la singularité, pour éclaircir un tout petit peu nos auditeurs, c'est le moment, on définit ça souvent comme le moment où l'intelligence artificielle va devenir plus élevée que l'intelligence humaine. Exactement, ça c'est ce que dit Ray Kurzweil, mais pas moi du tout. Moi je dis que le point de singularité, je ne sais pas quand il arrivera, peut-être dans 50, 60 ou un siècle ou deux, ce point de singularité pour moi, c'est à partir du moment où ce cerveau planétaire, cet organisme vivant que nous avons construit, dont nous sommes les cellules, prendra conscience de lui-même. Là se pose la vraie question que vous posiez tout à l'heure. Si ce système vivant prend conscience de lui-même, qui sommes-nous pour lui ou elle? Je ne sais pas comment. On est juste des neurones. Là, est-ce qu'on est des neurones? Est-ce qu'on est des cellules? Alors là, c'est là où je réponds à beaucoup de gens qui me disent mais plus on s'intègre dans un organisme dans lequel on fait partie, plus on perd notre personnalité, plus on perd ce qui nous rend proprement humain. Moi, j'explique au contraire, avec beaucoup de références à l'appui, que intégré dans quelque chose de plus grand que nous, on est encore plus nous-mêmes. Je prends comme exemple les cellules de notre corps, un globule rouge, un globule blanc, une cellule de foie ou une cellule de cœur sont beaucoup plus elles-mêmes, entre guillemets, dans un organisme vivant fonctionnel que cultiver, ce qu'on sait très bien faire, dans une boîte de pétri, c'est-à-dire une boîte avec des cultures, des nutriments pour le faire pousser, sur une paillasse de laboratoire. Donc une cellule isolée est beaucoup moins, entre guillemets, elle-même et participant à l'ensemble que intégrée dans un organisme supérieur. Et voilà, c'est pour ça que je pense que nous, intégrés dans ce cerveau planétaire ou ce macro-organisme planétaire dont je parle dans beaucoup de mes livres, eh bien, nous serons encore plus nous-mêmes. Et c'est ce que j'appelle donc la voie vers l'hyperhumanisme, sans être certain que nous allons y parvenir. Bon, moi j'ai un peu de mal, je dois dire, à me projeter dans cet univers-là. Mais Adrien... Mais attendez, vous y êtes déjà? J'y suis déjà, d'accord. Non, mais vous êtes une femme augmentée, si je peux me permettre de le dire. Écoutez, je vous en prie, je ne vous en veux pas. Non, mais il n'y a pas à m'en vouloir. Vous êtes une femme. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes une femme augmentée. Vous avez une prothèse symbiotique que vous portez sur vous, qui augmente votre mémoire, qui vous permet d'avoir l'ubiquité, de vous connecter avec des webcams et regarder le monde tel qu'il est à 10 000 km. Vous avez la possibilité de savoir où sont vos amis, d'interagir avec eux sur Facebook. Donc vous avez pas 5 sens, vous avez 7, 8 ou 9 sens différents grâce à cette prothèse symbiotique que vous portez sur vous en permanence. Ouais. Et donc, madame, vous êtes une femme augmentée. Si ce n'est que je me pose souvent la question de l'intérêt et de la finalité de tout ça, justement. Et que vous devriez apprendre aussi à vous débrancher. Voilà, mais... Tout à fait. Et ce que je fais régulièrement et qui m'amène à la question suivante, justement, puisqu'Adrien le disait en introduction, le fait d'avoir travaillé sur les codes de la nature vous a émerveillé, Joël de Renet, et vous avez senti naître en vous une sorte de spiritualité. Donc c'est là le nœud du problème. Comment est-ce que vous la définiriez, cette spiritualité, en débranchant, justement, comme je viens de le dire? Non, c'est pas une spiritualité qui nécessite de se débrancher. On la sent tout le temps, même complètement branchée, encore plus branchée. Ah bon? Pour moi, si vous voulez, il y a 3 personnes dans mon bouquin. Il y a à la fois, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un scientifique émerveillé, il y a un prospectiviste inquiet, et il y a un humaniste qui propose des solutions alternatives dans lesquelles se situe une forme de spiritualité laïque, non religieuse, non dogmatique, mais qui permet de s'élever vers les autres. Comme cette phrase de Teilhard de Chardin, que je cite à la fin de mon livre, « Tout ce qui monte
convergent. Sous-entendu, tout ce qui monte en spiritualité converge les uns vers les autres, nous conduit à un monde de convergence fondé sur la générosité, la solidarité, l'amour, l'altruisme, l'empathie, ce qui est malheureusement pas du tout encore le cas, mais qui pourrait émerger dans la mesure où nous allons libérer notre cerveau, avec cette intelligence augmentée collaborative, comme la machine nous a permis de libérer notre cerveau pour l'art, la musique, la science, l'astrophysique, la philosophie. Eh bien, je pense que l'intelligence artificielle, c'est tout le thème de mon bouquin, nous permettra de dégager dans notre cerveau des potentialités aujourd'hui qui sont réduites par l'égoïsme, l'égocentrisme, la compétition et qui vont nous conduire à une autre vision de nous-mêmes, d'où cette montée de spiritualité que moi j'ai ressentie par les recherches de mes livres précédents et qui s'est concrétisée dans celui-là. Vous êtes quand même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes quand même un peu un optimiste, Joël de René. Vous avez raison de dire un peu un optimiste parce que je suis un opti-pessimiste, comme le dit très bien Edgar Morin. En fait, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis constructif, positif, réaliste et pragmatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Prise de Terre, Joël de René. Je rappelle que vous êtes ancien enseignant-chercheur au MIT, ancien directeur de recherche à l'Institut Pasteur et auteur de très nombreux ouvrages, dont Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Mon Dieu, que j'aime le titre de cette maison d'édition. Livre dont nous parlions avec vous ce samedi matin. Voilà, il nous reste qu'à vous souhaiter de bonnes vagues pour votre surf de ce week-end. Je pars faire du ski 2 semaines. Très bien. Eh bien, chez nous, j'espère. Les bonnes bosses. Oui, bien sûr, chez vous. Merci Joël de René, que ce soit en surf ou en ski. En tout cas, bon week-end. Merci. Merci beaucoup.